Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires les plus marquantes et troublantes de ces dernières décennies, la disparition de Madeleine McCann. C'était une douce soirée de mai 2007 dans la petite ville côtière de Praia da Luz, au Portugal. Une nuit où tout semblait parfait, l'odeur salée de l'océan, le murmure des vagues, les rires des familles en vacances. Mais en un instant, cette tranquillité a été brisée, plongeant une famille, un pays et même le monde entier dans un tourbillon de questions, de douleurs et de mystères. Cette histoire, vous la connaissez peut-être, mais elle va bien au-delà des gros titres. Elle touche à des vérités humaines profondes, l'espoir, la perte, la quête de justice et la résilience face à l'impensable. Dans cette vidéo, nous allons retracer chaque étape de cette affaire, depuis ce soir fatidique jusqu'à une conclusion que personne n'aurait pu imaginer. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur la justice, la vérité et peut-être même sur vous-même. Avant de commencer, prenez une seconde pour liker la vidéo si vous appréciez ce type de contenu. Ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous aussi et activez la cloche pour ne rien manquer. En commentaire, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages. Ça rend tout ça plus humain. Maintenant, prenez une grande inspiration, peut-être une tasse de thé ou un ventilateur pour un bruit de fond apaisant, et plongeons ensemble dans l'histoire de Madeleine McCann. Une soirée à Praia da Luz. Imaginez une soirée douce étoilée dans une petite station balnéaire du Portugal. Nous sommes le 3 mai 2007 à Praia da Luz, un coin paisible de l'Algarve où les familles viennent chercher le soleil et la détente. Les rues sont calmes, baignées par la lumière tamisée des lampadaires. L'odeur du poisson grillé flotte dans l'air, mêlée à celle de l'océan tout proche. Les touristes savourent le repas dans les restaurants en plein air, les enfants rient encore après une journée à la plage. C'est une scène idyllique, presque trop parfaite, comme tirée d'une carte postale. Mais derrière cette façade de sérénité, quelque chose de terrible se prépare. Dans l'appartement 5A du complexe hôtelier Ocean Club, une petite fille de 3 ans, Madeleine McCann, dort paisiblement. Ses parents, Kate et Jerry McCann, 2 médecins britanniques, sont en vacances avec leurs 3 enfants, Madeleine et ses jumeaux de 2 ans, Sean et Amélie. L'appartement est simple mais confortable, avec des murs blancs et des meubles fonctionnels, typiques d'une location de vacances. Madeleine est couchée dans son petit lit, enveloppée dans sa couverture rose préférée, celle qui sent la maison. La journée a été remplie de joies simples, des éclaboussures dans la piscine, des éclats de rire autour d'un dîner avec d'autres familles et des histoires du soir murmurées doucement. Tout semble aller pour le mieux. Kate et Jerry, comme beaucoup de parents en vacances, veulent profiter d'une soirée entre adultes. Ils rejoignent leurs amis, un groupe surnommé plus tard les Tapas Seven, dans un restaurant à tapas à quelques mètres de l'appartement. Ce n'est pas loin, à peine 1 minute de marche à travers le patio. Ils ont pris soin de vérifier régulièrement leurs enfants, alternant les tours toutes les demi-heures. C'est une routine qu'ils ont établie depuis le début de leurs vacances, une pratique courante pour beaucoup de parents dans ce genre de complexe sécurisé. Rien ne semble pouvoir mal tourner. Les enfants dorment, la nuit est calme et la vie semble légère. Mais vers 22 heures, tout bascule. Kate retourne à l'appartement pour vérifier que tout va bien. Elle pousse la porte et immédiatement, quelque chose cloche. L'air est différent, plus frais. La fenêtre de la chambre des enfants est entr'ouverte, les volets légèrement relevés. Elle s'approche du lit de Madeleine et son cœur s'arrête. Le lit est vide. La couverture rose est là, mais Madeleine a disparu. Une vague de panique envahit Kate. Elle hurle, un cri primal qui déchire la nuit. Madeleine est partie. Quelqu'un l'a prise. Jerry accourt, suivi des amis. Il fouille frénétiquement l'appartement, sous les lits, dans les placards, derrière les rideaux, mais il n'y a aucune trace de la fillette. C'est comme si elle s'était évaporée. La police locale est appelée dans l'heure, mais la scène est déjà chaotique. Des voisins, des touristes, des employés de l'hôtel affluent, attirés par les cris et l'agitation. L'appartement devient une ruche de panique désordonnée. Personne ne pense à préserver la scène pour des preuves ADN ou des empreintes digitales. Les gens touchent tout, marchent partout, dans l'espoir désespéré de trouver un indice. Mais Madeleine n'est pas là. Elle n'est pas dans le complexe, pas dans les rues avoisinantes, pas sur la plage. Elle est partie, et avec elle, la tranquillité de cette nuit de mai. Le lendemain matin, le visage de Madeleine McCann est partout. Ses grands yeux bruns, ses cheveux blonds et cette particularité unique, une colobome, une petite marque dans l'iris de son œil droit, deviennent instantanément reconnaissables. Les journaux britanniques, portugais, puis mondiaux, affichent sa photo en une. Les McCann, dévastés, lancent un appel à l'aide. « S'il vous plaît, ramenez notre fille.
supplie Kate dans une conférence de presse, tenant contre la peluche préférée de Madeleine, Kudelkat. Le monde entier répond. Des signalements affluent de partout. Une fillette vue sur un ferry au Maroc, un homme portant un enfant près du complexe, une silhouette aperçue dans une ruelle. Chaque piste est une lueur d'espoir, mais aussi une nouvelle blessure quand elle s'effondre. La police portugaise, sous pression, commence son enquête, mais dès les premières heures, les erreurs s'accumulent. La scène n'a pas été sécurisée correctement. Les témoignages divergent. Était-ce une effraction? La fenêtre était-elle vraiment ouverte par un intrus ou l'a-t-on ouverte après? Les volets étaient-ils forcés? Les questions s'empilent plus vite que les réponses. Et pendant ce temps, le cirque médiatique commence. Les tabloïds britanniques, connus pour leur appétit vorace, s'emparent de l'histoire. L'ange disparu, titre-t-il, transformant Madeleine en une icône tragique. Mais bientôt, les gros titres prennent une tournure plus sombre. Pourquoi les enfants étaient-ils seuls? Murmurent certains. Que cachent les McCann? Insinuent d'autres. En un instant, une famille en deuil devient le centre d'une tempête mondiale, où chaque geste, chaque larme, chaque mot est disséqué. Cette soirée à Praia da Luz n'était pas seulement le début d'une disparition. C'était le début d'une saga qui allait captiver, diviser et hanter le monde entier pendant près de 2 décennies. Une saga où la vérité semblait toujours glisser entre les doigts, où l'espoir et le désespoir se livraient une bataille sans fin. Et au cœur de tout cela, une petite fille, un lit vide et une couverture rose qui ne suffisait plus à réchauffer qui que ce soit. L'enquête et le tourbillon médiatique. La disparition de Madeleine McCann n'était pas seulement une tragédie familiale. Elle est devenue un phénomène mondial, une énigme qui a mobilisé des millions de personnes, des détectives amateurs aux agences internationales comme Interpol. Mais avec cette attention massive est venue une tempête médiatique qui a transformé une enquête criminelle en un spectacle public, où les faits se noyaient souvent dans un océan de spéculations, de rumeurs et de jugements hâtifs. Dans cette partie, nous allons explorer les débuts chaotiques de l'enquête, les premières pistes et comment le monde entier se retrouvait à scruter chaque détail de la vie des McCann. Dès les premières heures, la police portugaise se retrouve sous une pression écrasante. Praia da Luz n'est pas une grande ville, et ses forces de l'ordre ne sont pas habitués à gérer une affaire d'une telle ampleur. Les officiers arrivent rapidement sur les lieux, mais la scène est déjà compromise. Des dizaines de personnes, voisins, touristes, amis des McCann, ont traversé l'appartement 5A, touchant les poignets, les meubles, les volets. Les chances de récupérer des empreintes digitales ou de l'ADN exploitable s'amenuisent à chaque minute. Les premiers témoignages sont recueillis dans la confusion. Certains disent avoir vu un homme étrange rôder près du complexe ce soir-là. Un couple irlandais affirme avoir aperçu un individu portant un enfant, vêtu d'un pyjama semblable à celui de Madeleine. Une touriste néerlandaise rapporte avoir vu une fillette blonde sur un ferry en direction du Maroc. Chaque signalement est poursuivi avec ferveur, mais aucun ne mène à Madeleine. Pendant ce temps, les McCann, encore sous le choc, tentent de garder espoir. Kate, en particulier, semble hantée. Elle serre Kudelkat, la peluche rose de Madeleine, comme si c'était le dernier lien tangible avec sa fille. Jerry, lui, essaie de rester pragmatique, organisant des recherches avec leurs amis et répondant aux questions des journalistes qui affluent déjà. Mais les médias ne se contentent pas de relayer l'appel à l'aide des McCann. Très vite, les tabloïds britanniques, connus pour leur sensationnalisme, commencent à poser des questions insidieuses. Pourquoi les enfants étaient-ils laissés seuls? Où étaient vraiment Kate et Jerry ce soir-là? Ces questions, d'abord murmurées, deviennent des accusations à peine voilées. La presse portugaise, de son côté, publie des fuites de l'enquête, souvent inexactes ou exagérées. Une rumeur affirme que les volets de l'appartement ont été forcés, une autre qu'ils étaient déjà ouverts. Personne ne semble d'accord sur la chronologie des événements. En parallèle, les théories commencent à proliférer. Certains pensent à un enlèvement opportuniste, un criminel qui aurait vu une occasion dans un appartement mal surveillé. D'autres évoquent des hypothèses plus sombres. Un réseau de trafic humain, une organisation criminelle ou même un acte prémédité ciblant spécifiquement Madeleine. Chaque théorie est alimentée par des détails troublants. Par exemple, des témoins rapportent avoir vu un homme observer les enfants du complexe plusieurs jours avant la disparition. Était-ce une coïncidence ou un prédateur qui planifiait son coup? Les signalements affluent de partout. Maroc, Malte, Espagne, même l'Australie. Chaque piste est une lueur d'espoir, mais aussi une nouvelle déception quand elle s'effondre. Une fillette vue dans un café n'est pas Madeleine. Une photo floue envoyée par un touriste ne correspond pas. Le monde entier semble chercher, mais personne ne trouve. Puis, au bout de quelques semaines, l'enquête prend un tournant inattendu et dévastateur. La police portugaise,
frustrés par le manque de progrès, commencent à regarder de plus près les McCann eux-mêmes. Des détails troublants émergent, du moins aux yeux des enquêteurs. Pourquoi Kate a-t-elle crié « Quelqu'un l'a prise » immédiatement, comme si elle savait que Madeleine n'avait pas simplement fugué? Pourquoi Jerry semblait-il s'y mettre de lui dans les interviews? Et surtout, pourquoi des parents, médecins respectés, ont-ils laissé leurs 3 jeunes enfants seuls dans un appartement? Ces questions, bien que cruelles, commencent à faire leur chemin. En septembre 2007, 4 mois après la disparition, la police portugaise désigne officiellement Kate et Jerry McCann comme arguidos des suspects formels. Cette décision est un coup de tonnerre. En un instant, les McCann passent de parents désespérés à suspects dans la disparition de leur propre fille. Les médias s'emparent de cette nouvelle avec une frénésie sans précédent. Les tabloïds britanniques oscillent entre compassion et suspicion. Un jour, Kate est une mère brisée, tenant cul de quatre dans des conférences de presse déchirantes. Le lendemain, elle est accusée de froideur, de ne pas assez pleurer en public. Jerry, lui, est dépeint tantôt comme un père déterminé, tantôt comme un homme calculateur. Des fuites de l'enquête, souvent non vérifiées, alimentent le feu. Un chien détecteur de cadavres aurait réagi dans l'appartement 5A. Des traces biologiques, peut-être du sang, auraient été trouvées sur un mur. Soudain, l'affaire n'est plus seulement celle d'une fillette disparue, mais d'un drame domestique potentiellement macabre. Les spéculations vont bon train. Madeleine serait morte accidentellement dans l'appartement, et les McCann auraient caché son corps pour éviter les conséquences. Pour Kate et Jerry, c'est un cauchemar dans le cauchemar. Ils engagent des avocats, des experts en relations publiques, et tentent de maintenir leur message. Nous voulons retrouver notre fille. Mais le public est divisé. Certains continuent de les soutenir, organisant des veillées et partageant des affiches avec le visage de Madeleine. D'autres, influencés par les gros titres, commencent à douter. Les forums en ligne s'enflamment, remplis de détectives autoproclamés qui dissèquent chaque détail. La posture de Kate dans une interview, un mot mal choisi par Jerry, une photo où Madeleine semble triste. L'affaire devient un feuilleton mondial où la vérité semble de plus en plus hors de portée. Les McCann, eux, ne baissent pas les bras. Ils créent le Find Madeleine Fund, une campagne financée par des dons publics pour continuer les recherches. Ils engagent des détectives privés, voyagent pour rencontrer des autorités et rencontrent même le pape dans un geste symbolique d'espoir. Mais chaque jour qui passe rend la piste plus froide. Les amis du couple, les Tapa Seven, sont eux aussi entraînés dans la tempête. Leurs témoignages sont scrutés, leur vie privée exposée. Certains commencent à s'éloigner, incapables de supporter la pression. Kate, dans ses mémoires publiés plus tard, décrira cette période comme un enfer. Non seulement sa fille avait disparu, mais le monde entier semblait la juger pour cela. À ce stade, l'affaire Madeleine McCann n'est plus seulement une enquête criminelle. C'est un miroir tendu au monde, révélant nos fascinations, nos préjugés et notre besoin insatiable de réponses, même quand elles n'existent pas. Et au milieu de ce chaos, une petite fille reste introuvable, son visage gravé dans les mémoires, mais son destin toujours enveloppé de mystère. Les années de doute et l'opération Grange. Les mois passent, puis les années. L'affaire Madeleine McCann ne s'éteint pas, mais elle change de nature. Ce qui était une urgence brûlante devient une blessure chronique, une histoire qui refuse de disparaître mais qui semble impossible à résoudre. Dans cette partie, nous allons explorer les années qui suivent la disparition, marquées par le désespoir, les fausses pistes et une nouvelle tentative de faire la lumière sur ce mystère, l'opération Grange. Après la désignation des McCann comme suspects en septembre 2007, la pression sur la famille devient insoutenable. Kate et Jerry vivent dans un état de siège permanent. Chaque sortie publique est un défi, chaque regard un jugement. Kate, en particulier, est scrutée sans relâche. Pourquoi ne pleure-t-elle pas davantage? Pourquoi porte-t-elle toujours la même peluche? Les tabloïds britanniques, insatiables, publient des articles contradictoires, oscillant entre soutien et accusation. La presse portugaise, de son côté, continue de relayer des fuites, parfois farfelues, comme des allégations de traces biologiques non confirmées ou de comportements suspects des McCann. Le public, lui, est divisé. Certains continuent d'afficher des posters de Madeleine, d'allumer des bougies, de prier pour son retour. D'autres, influencés par les rumeurs, commencent à croire que les McCann cachent quelque chose. En juillet 2008, après 14 mois d'enquête, la police portugaise classe l'affaire faute de preuves suffisantes. Les McCann sont officiellement blanchis de leur statut de suspect, mais le mal est fait. Leur réputation est ternie, leur vie privée détruite. Kate décrira plus tard cette période comme une double perte, celle de sa fille et celle de sa dignité. Mais les McCann refusent d'abandonner.
Le Find Madeleine Fund continue de financer des enquêtes privées. Des détectives parcourent l'Europe, suivant des pistes aussi variées qu'improbables. Une fillette vue dans un marché en Grèce, une adolescente ressemblant à Madeleine en Suède, un signalement au Mexique. Chaque fois, l'espoir renaît, puis s'effondre. Les années passent, et Madeleine grandit dans l'imaginaire collectif. Son portrait vieillit artificiellement par des experts pour refléter ce qu'elle pourrait être à 6, 8, 10 ans. Pendant ce temps, l'affaire devient un phénomène culturel. Des documentaires sont produits, des livres publiés, des émissions de télévision dissèquent chaque détail. Les théories les plus extravagantes émergent. Madeleine aurait été enlevée par un couple stérile, vendue à un réseau pédophile ou même cachée par une secte. Sur les forums en ligne, des milliers de personnes débattent sans fin, analysant des photos, des témoignages, des incohérences. L'affaire devient presque mythique, comparée à des énigmes historiques comme celles de D.B. Cooper ou d'Amelia Earhart. Mais pour les McCann, ce n'est pas une énigme. C'est leur vie, brisée, suspendue dans un vide insupportable. En 2011, un nouvel espoir émerge. Le gouvernement britannique, sous la pression des McCann et de l'opinion publique, lance l'opération Grange, une enquête menée par Scotland Yard. L'objectif est clair, repartir de zéro, réexaminer chaque détail, chaque témoignage, chaque piste négligée. Une équipe de détectives chevronnés est mobilisée avec un budget de plusieurs millions de livres. Les McCann accueillent la nouvelle avec prudence. Après des années de déception, ils ont appris à ne pas trop espérer. Mais l'opération Grange marque un tournant. Contrairement à l'enquête portugaise, souvent critiquée pour son manque de coordination, Scotland Yard adopte une approche méthodique. Des milliers de documents sont passés au crible. Des témoins sont réinterrogés. Des simulations informatiques tentent de reconstruire la nuit du 3 mai 2007. Les premières années de l'opération Grange apportent quelques avancées, mais aussi de nouvelles frustrations. En 2013, une femme en Nouvelle-Zélande signale une fillette qui ressemble à Madeleine dans un supermarché. En 2014, un chauffeur de taxi brésilien affirme avoir transporté une enfant blonde parlant anglais, visiblement effrayée. En 2015, une vidéo floue envoyée depuis une gare en Inde fait brièvement espérer. Chaque fois, les enquêteurs vérifient, mais chaque fois, la piste s'effondre. Puis il y a les canulars, cruels et inévitables. Un homme à Manchester prétend avoir tué Madeleine et l'avoir enterrée dans une forêt, avant d'admettre qu'il cherchait juste l'attention. Une femme en Italie insiste qu'elle est Madeleine, malgré des tests ADN prouvant le contraire. Ces fausses alertes ne font qu'ajouter au chagrin des McCann et à l'épuisement des enquêteurs. Mais en 2020, une piste plus sérieuse émerge. Les autorités allemandes annoncent un nouveau suspect, Christian Bruckner, un délinquant sexuel avec un passé trouble. Bruckner vivait dans l'Algarve entre 1995 et 2007, à seulement quelques kilomètres de Praia da Luz. Il est connu pour des cambriolages, des agressions et des crimes contre des mineurs. Les enquêteurs découvrent qu'il a passé un appel téléphonique près du complexe Ocean Club le soir de la disparition. Plus troublant encore, il aurait confié à un ami qu'il savait ce qui était arrivé à Madeleine. Une cage de matériel pédopornographique est trouvée enterrée sur l'une de ses propriétés, ainsi que des vidéos troublantes. Les procureurs allemands sont catégoriques. Ils pensent que Madeleine est morte et que Bruckner est responsable. Mais il y a un problème. Pas de corps, pas de confession, pas de preuve définitive. Bruckner nie tout et son avocat dénonce une chasse aux sorcières. Reconstruire une vie. La découverte de Madeleine McCann vivante est un miracle, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre, peut-être le plus complexe, celui de la reconstruction. Dans cette partie, nous allons explorer comment Madeleine, les McCann et le monde autour d'eux apprennent à naviguer dans cette nouvelle réalité, marquée par l'espoir, la guérison, mais aussi les défis d'une vie fracturée par 17 ans d'absence. Madeleine, désormais âgée de 21 ans, est une jeune femme aux prises avec une identité fragmentée. Elle a grandi sous des noms d'emprunt, dans des lieux où poser des questions sur son passé était interdit. On lui a raconté que ses parents biologiques ne voulaient pas d'elle, qu'ils l'avaient laissée derrière eux. Ces mensonges, répétés pendant des années, ont laissé des traces profondes. Dans l'établissement spécialisé où elle réside, elle travaille avec des psychologues pour démêler ses fils. Elle apprend à se reconnecter avec des souvenirs enfouis, comme le parfum de sa couverture rose ou le rire de ses parents. Mais chaque souvenir ravive aussi la douleur de ce qui a été perdu. Elle demande souvent des nouvelles de Sean et Amélie, ses jumeaux, désormais adultes. Elle veut savoir à quoi ressemblait sa chambre, comment était la maison familiale, quelles étaient les chansons qu'ils chantaient. Ces détails, anodins pour certains, sont pour elle des ancres dans un océan d'incertitude.
Pour Kate et Jerry, la réunion avec Madeleine est un mélange de joie indescriptible et de chagrin silencieux. Ils ont rêvé de ce moment pendant 17 ans, mais la réalité est plus compliquée qu'un simple retour à la normale. Madeleine n'est plus la fillette qu'ils ont couchée ce soir de mai 2007. Elle a ses propres expériences, ses propres blessures et une méfiance naturelle envers un monde qui l'a transformée en icône sans son consentement. Kate passe des heures à lui lire des albums de photos, à lui raconter des histoires de son enfance, sa première dans Tombé, ses éclats de rire à la plage, son amour pour les histoires de princesses. Jerry, lui, écrit un journal pour Madeleine, un recueil de tout ce qu'elle a manqué, les Noëls en famille, les vacances au bord de la mer, les petits moments du quotidien. Ses gestes, simples mais puissants, sont leur façon de tisser un pont entre le passé et le présent. Les jumeaux, Sean et Amélie, jouent également un rôle crucial. Désormais dans la vingtaine, ils ont grandi sous l'ombre de la disparition de leur sœur. Ils ont appris à vivre avec les murmures des voisins, les regards curieux, les articles de presse qui revenaient chaque année. Rencontrer Madeleine est pour eux une expérience à la fois merveilleuse et étrange. Ils partagent des souvenirs qu'elle ne peut pas connaître, comme les jeux dans le jardin ou les soirées cinéma en famille. Mais ils découvrent aussi des points communs inattendus, un goût partagé pour la musique, un rire qui résonne de la même façon. Ces moments, bien que fragiles, sont les premiers pas vers une relation fraternelle. Pendant ce temps, l'enquête criminelle prend une nouvelle ampleur. Christian Bruckner reste le principal suspect et les autorités allemandes et britanniques resserrent les taux autour de lui. De nouveaux mandats de perquisition sont émis, révélant des preuves troublantes, des données téléphoniques plaçant Bruckner près de Preyade à Loos le soir de la disparition, des témoignages d'anciens complices et du matériel électronique saisi dans ses propriétés. Les enquêteurs travaillent à reconstruire une chronologie précise de ses déplacements dans les semaines suivant l'enlèvement. Mais pour Madeleine, la justice est une préoccupation secondaire. Sa priorité est de comprendre qui elle est. Elle refuse les interviews, les caméras, les demandes de documentaires. Dans une déclaration publiée par son équipe juridique, elle demande simplement « Respectez ma vie privée pendant que j'essaie de découvrir qui je suis. » Et, pour une fois, le monde semble écouter. Sur les réseaux sociaux, un changement s'opère. Les hashtags et les spéculations laissent place à des messages de soutien. Des gens allument des bougies virtuelles, écrivent des lettres ouvertes, s'excusent d'avoir traité l'affaire comme un jeu de détective. Des artistes créent des œuvres en l'honneur de Madeleine, pas comme une victime, mais comme une survivante. Cette vague de tendresse collective est un rappel que, même dans un monde cynique, l'espoir peut encore trouver sa place. Madeleine, elle, commence à explorer le monde à sa façon. Elle s'inscrit à des cours d'art, découvre la musique qu'elle n'a jamais entendue, planifie un voyage pour voir l'océan Atlantique, celui qui borde Preyade à Loos. Elle veut marcher sur cette plage, non pas pour revisiter le passé, mais pour le réécrire à sa manière. Nous voici à la fin de cette incroyable histoire, une saga qui a commencé par une nuit tragique à Preyade à Loos et s'est achevée par un miracle que personne n'attendait. L'histoire de Madeleine McCann n'est pas seulement celle d'une disparition ou d'une enquête. C'est une histoire de résilience, d'espoir et de ce que signifie continuer à chercher quand tout semble perdu. Madeleine, aujourd'hui une jeune femme, n'est pas seulement une survivante. Elle est une personne qui revendique son droit à écrire sa propre histoire, loin des caméras et des gros titres. Pour Kate et Jerry McCann, ces 17 années ont été un voyage à travers l'enfer et retour. Ils ont affronté la perte, la suspicion, le jugement du monde entier, mais ils n'ont jamais cessé de chercher leur fille. Leur amour, leur ténacité et leur foi les ont portés jusqu'à ce moment où ils ont pu serrer Madeleine dans leurs bras à nouveau. Pour Sean et Amélie, c'est l'occasion de découvrir une sœur qu'ils n'ont connue qu'à travers des photos et des souvenirs. Et pour Madeleine elle-même, c'est le début d'un chemin vers la guérison, un chemin où elle peut enfin être autre chose qu'un visage sur une affiche. Mais cette histoire nous parle aussi à nous, spectateurs, auditeurs, humains. Elle nous rappelle que derrière chaque gros titre, il y a des vies réelles, des cœurs qui battent, des familles qui souffrent. Elle nous rappelle l'importance de l'espoir, même quand il semble futile.